Bonjour à tous. Le micro, c'est bon ? Ok. Merci à l'UNAFAM de me faire l'honneur de parler devant vous aujourd'hui. On m'a demandé de parler d'entretien motivationnel à la base. J'ai souhaité orienter les choses de manière un petit peu plus large, ceci afin de vous montrer dans quelle mesure ce genre de techniques, que j'appelle les stratégies motivationnelles, peuvent être utiles en psychiatrie avec les personnes que l'on reçoit. Tout d'abord, une des premières raisons, c'est qu'il est difficile de motiver les gens que l'on reçoit quand on est en situation de troubles psychiques sévères. Là, je n'ai pas focalisé sur un trouble en particulier, puisque vous retrouvez plein de synonymes de perturbations de la motivation. Les perturbations de la motivation sont des symptômes liés à de nombreuses affections en psychiatrie, que ce soit les schizophrénies, les troubles de l'humeur, les troubles d'attention, etc. D'autre part, dans un certain nombre de ces pathologies, nous retrouvons une morbimortalité somatique extrêmement importante liée à des difficultés au niveau de l'alimentation, au niveau de l'activité physique, qui sont en lien avec des problèmes de motivation en soi. Dans ces populations, et notamment dans les populations jeunes, nous avons des problèmes de consommation de substances psychoactives, notamment le cannabis. Cannabis qui lui-même est un pourvoyeur très important de syndrome amotivationnel, donc qui provoque des problèmes de motivation en soi qui viennent se superposer aux problèmes liés à la pathologie. Et puis enfin, si on prend l'exemple par exemple des schizophrénies, c'est que ces pathologies sont des pathologies qui peuvent être relativement silencieuses. En tout cas, quand les médicaments, par exemple, ou les soins que reçoivent les personnes sont relativement efficaces. Relativement silencieux dans le sens où des symptômes bruyants qui ennuient la personne, qui la font souffrir, sont un peu moins présents. Pathologie relativement silencieuse qui peut se chroniciser, soit par le fait qu'il y a des rechutes, comme je le dis en troisième point, ou bien parce que la personne est prise dans un système de soins qui en soi la chronicise dans des activités qui ne sont pas liées au rétablissement. Pathologie relativement silencieuse, mais qui n'empêche pas qu'un grand nombre des personnes que l'on reçoit on garde des symptômes résiduels qui sont mal corrigés par les traitements médicamenteux actuellement disponibles, des troubles cognitifs, de mémoire, d'attention, etc. Et puis les symptômes négatifs dont on a beaucoup parlé. Et qu'enfin, ces pathologies sont synonymes souvent de traitement au long cours. Et qui dit traitement au long cours dit prendre des soins pendant relativement longtemps. Et ce n'est pas une caractéristique des troubles psychiques sévères que d'être non-observant ou mal observant aux soins. Moi, par exemple, quand je vais chez le médecin généraliste pour une angine, celui-ci me prescrit des antibiotiques, d'autres médicaments pendant X temps, à telle dose. Et comme la majorité d'entre vous, j'imagine, j'arrête mes traitements médicamenteux, non pas quand le médecin généraliste m'a dit de les arrêter, mais quand je n'ai plus de symptômes. C'est en cela que c'est un défi de motiver aux soins les personnes qui souffrent de pathologies psychiques sévères et chroniques, c'est qu'elles peuvent présenter des phases où les symptômes peuvent être moins dérangeants pour elles et donc moins voir l'utilité de prendre un traitement sur le long cours. Et il en va de même, comme vous pouvez le voir ici, dans toutes les pathologies chroniques qui sont mal observantes en soi. Deuxième raison, c'est que motiver en situation de crise identitaire, c'est extrêmement compliqué. Ici, je parlerai du premier épisode psychotique, donc premier accès de symptômes de psychose, avec un certain nombre de nos patients qui se retrouvent dans une triangulation que l'on peut schématiser sous cette forme-là, avec en haut à gauche une ancienne identité qui j'étais avant d'avoir des symptômes de nature psychotique, une identité inacceptable, celle que je ne veux pas avoir plus tard, c'est-à-dire les autres personnes que j'ai vues dans le service où j'étais hospitalisé, qui souffrent depuis longtemps, qui marchent à petits pas, que j'ai trouvé un petit peu incohérentes, qui souffrent beaucoup. Et puis cette potentielle identité, qui je peux devenir après ces symptômes, mais j'arrive pas à imaginer encore parce que ces symptômes sont là et que ça va pas du tout. Motiver dans ces conditions-là, c'est extrêmement compliqué, avec des facteurs... alors, on a eu un exemple tout à l'heure
d'une personne qui elle-même a pu nous dire qu'elle n'avait pas vécu son hospitalisation et ses symptômes psychotiques de manière trop traumatisante. Et pourtant, le traumatisme lié à la présence de ces symptômes l'est très régulièrement pour nos patients, avec des sentiments de perte. J'ai perdu des capacités cognitives, j'ai perdu des capacités à travailler, à me motiver, à me lever le matin. Une stigmatisation liée à l'identité du diagnostic. Et puis des phénomènes d'auto-stigmatisation. Si j'avais moins fumé de cannabis, je serais peut-être pas là aujourd'hui. Si je m'étais un petit peu plus bougé, les choses auraient peut-être changé. Et puis des systèmes de défense également, comme des mécanismes donc de défense tels qu'on les décrit classiquement, et puis des problèmes d'insight, de conscience qui ont été évoqués, qui font que, par exemple, les troubles psychotiques peuvent se caractériser par cette difficulté à avoir conscience de l'existence d'un trouble, de symptômes, de conséquences de ces symptômes, de la nécessité de se soigner chez une personne. Donc se motiver dans une situation où tous ces facteurs viennent rendre difficile le lien entre qui je pensais être avant et qui je vais devenir demain, eh bien c'est compliqué. Se motiver à un futur qu'on n'arrive pas à décrire, c'est quelque chose de compliqué. Enfin, motiver en situation d'épuisement, c'est extrêmement compliqué aussi. Alors, je vous ferai pas l'affront à vous, proches, de vous dire de quoi vous souffrez dans votre quotidien, puisque vous le savez bien mieux que moi. En revanche, ce que la littérature décrit, bien sûr, c'est non exhaustif, tous ces points-là, donc dépression, anxiété vis-à-vis du futur, insécurité financière, autostigmatisation, isolement social, réaménagement du système familial, manque d'information, perte de liberté, etc. Tous ces facteurs-là font que vous, en tant qu'aidant, il est très certainement difficile, tous les jours, de trouver la motivation nécessaire pour accompagner votre proche qui souffre vers un rétablissement. Vous et puis les professionnels de la psychiatrie, qui, pour un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre d'entre eux, décrivent un sentiment d'inefficacité, qui, pour les infirmiers, par exemple, disent « on n'y arrive pas avec ce patient », qui démontrent des mauvaises interprétations, par exemple, de lire dans les rapports de l'hôpital de jour « Monsieur X est chiant, comme d'habitude, on lui a proposé une activité de macramé, il a dit non ». Ça, c'est pas être chiant, c'est avoir des symptômes négatifs, avoir des problèmes de motivation aussi. Des problèmes de frustration dans ces équipes, parce que pas faire un bon travail ou avoir l'impression de pas faire un bon travail, c'est extrêmement difficile. Un fatalisme, combien encore aujourd'hui l'image du premier épisode psychotique est reliée à l'image d'une maladie chronique, la schizophrénie, et que le devenir obligatoire d'une personne qui souffre de premier épisode psychotique, ça sera schizophrénie forcément derrière. Et donc ces attitudes, ces représentations bloquent la capacité des soignants à se motiver, à beaucoup travailler pour que ces personnes s'en sortent. Sentiment de responsabilisation de ces soignants aussi, parce que un certain nombre d'entre eux aimeraient faire mieux et ils pensent ne pas pouvoir faire assez parce qu'ils ne sont pas assez outillés. Une peur de perdre sa culture vis-à-vis de modèles théoriques complètement surannés et inadaptés que je ne citerai pas. Et enfin, tout ce qui est stigmatisé comme un manque de formation, de temps et de personnel. En ce qui concerne le manque de formation, soyons très clairs, professeur Nicolas Franck n'est plus là, il fournit aux soignants des formations de haute qualité, et si on retire les formations qui sont faites par Nicolas Franck actuellement, très peu de formations dans ce qui est proposé en France correspond aux recommandations internationales concernant le traitement, par exemple, des personnes qui souffrent de troubles psychotiques. Donc il y a un véritable besoin à cet égard. Donc, comment essayer de trouver de la motivation quand on est en situation d'épuisement et que les conditions dans lesquelles se trouve notre proche sont extrêmement difficiles. Pour s'intéresser à la motivation, on peut s'intéresser à ses fondements au niveau théorique. Une théorie très prépondérante est celle de l'autodétermination. Ma collègue de Marseille a repris certaines choses tout à l'heure et on a un petit peu parlé. Cette théorie, elle stipule que pour qu'un individu soit motivé, il faut qu'il remplisse 3 besoins psychologiques fondamentaux, que sont l'appartenance sociale, c'est-à-dire je fais comme les gens
du groupe social auquel j'appartiens. Si je fais comme eux, alors je serai motivé à faire des choses. Le sentiment de compétence. Ce que je fais, ça sert à quelque chose, c'est efficace. Et enfin, et le facteur le plus important qui a été cité tout à l'heure, le facteur d'autonomie. C'est moi et pour moi que je prends la décision de faire quelque chose et non pas parce qu'on me dit de le faire. Si vous respectez ces 3 besoins psychologiques, alors vous aurez une sensation de bien-être, et si vous avez cette sensation de bien-être, eh bien vous serez motivé. Et derrière, et ça nous donne des pistes d'action, l'autonomie, le facteur le plus important, un des facteurs les plus importants en tout cas de la motivation, augmentera d'autant plus que les récompenses que l'individu recueillera au sein des expériences qu'il va faire, donc plus ces récompenses seront de nature intrinsèque, c'est-à-dire qu'elles feront du bien à la personne elle-même, non pas qu'elles seront issues de récompenses externes qu'il pourra recevoir. On est ici à Paris, Kylian Mbappé, le joueur de football, est très certainement bon dans ce qu'il fait parce qu'il gagne de l'argent, récompense externe, mais ce n'est pas la récompense externe, cet argent qui fait que Kylian Mbappé est bon. Ce qui fait qu'il est bon, c'est qu'il prend énormément de plaisir à jouer. Et c'est donc sur la notion de plaisir, un renforçateur interne extrêmement puissant que l'on va s'appuyer pour travailler l'autonomie des gens et les amener vers plus de motivation. Je vous ai mis un autre modèle qui aurait pu être pris tout à l'heure aussi, qui montre que la motivation, c'est un processus très complexe qui fait appel aux structures frontales au niveau cérébral et qui donc demande qui demande la mise en place de plein de mécanismes différents qui doivent se coordonner et s'associer pour que la personne puisse aller vers une action. Vous avez cette première grande bulle ici où on voit que le cerveau, sans qu'on en ait forcément conscience, établit une espèce de balance entre les coûts et les bénéfices que de passer à l'action. Il va regarder le plaisir qu'il peut avoir à faire des choses, la prédiction de récompense, il prédit ce qu'il peut gagner. Et puis, une fois qu'il a fait cette analyse coût-bénéfice, si ça coûte trop cher et qu'il n'y a aucun bénéfice, je ne vais pas me mettre en action. Mais si en revanche, il peut y avoir des bénéfices, alors je vais me mettre en action. Je vais me mettre en action, oui. Je vais être motivé à faire quelque chose, oui, si les autres fonctions qui suivent derrière, qui découlent de cette motivation, peuvent se mettre en place. Notamment la capacité de construire des plans d'action pour atteindre l'objectif que l'on se fixe. Et combien de mes patients me disent « Je suis motivé, monsieur le quart d'heure. Oui, mais cependant, j'arrive pas à y aller. J'arrive pas à initier. J'arrive pas à me mettre en route, j'arrive pas à franchir le pas. » Donc la motivation, au-delà du fait de penser à être motivé, ça demande plein d'autres processus cognitifs qui sont eux aussi très altérés dans les dépressions chroniques, dans les troubles de l'humeur, dans les schizophrénies. Alors concernant plus précisément l'entretien motivationnel, il a été rappelé tout à l'heure que l'instruction de janvier 2019 relative au développement de la réhabilitation psychosociale sur le territoire était une directive importante. On nous a fait rêver en nous disant que d'ici 2020, ça serait mis en place partout de manière équitable. Bien sûr que non. Mais malgré tout, sachez que cette instruction donne l'entretien motivationnel dans ses recommandations. C'est une technique qui est extrêmement utile, extrêmement agréable et extrêmement sympathique à utiliser parce qu'elle se base plus sur un style de travail que sur des outils en soi. C'est un style de communication, l'entretien motivationnel. Et ça repose sur un style de communication qui est assez semblable à celui celui qu'on utilise dans ProFamille, par exemple, où on va mettre en place des stratégies de communication avec l'autre. Et c'est en cela que l'entretien motivationnel est tout à fait, d'après moi, utilisable par les aidants de personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères. D'autre part, c'est une technique, c'est une stratégie motivationnelle extrêmement simple à apprendre et qui fonctionne. Ce qui veut dire que quand les soignants les apprennent, ils peuvent
quasiment dès le lendemain, les mettre en place et ils voient tout de suite les bénéfices qu'ils peuvent en retirer. Ce qui veut dire que c'est des stratégies qui semblent utiles pour les soignants, c'est une première chose, et surtout qui leur fait se sentir bien dans ce qu'ils font, qui leur donne une sorte d'empowerment aussi de soignants. Et donc en cela, c'est une stratégie qui peut être bénéfique pour les équipes de soins elles-mêmes. Ça demande 3 ans de formation ou des formations un petit peu plus rapides, mais dans l'absolu, c'est des formations qui passent pas en 20 minutes de discussion ici. Donc, je vais vous donner 2 petits exemples de stratégies qu'on utilise. Moi, je suis sur le modèle anglo-saxon. J'ai travaillé au Canada, j'ai été formé au Canada, donc je fonctionne sur le modèle anglo-saxon. Donc, on travaille avec des questions ouvertes qu'on a dans ProFamille. Questions ouvertes, personne n'est formé à cela. Moi-même, mes patients, ils savent que je dois tourner 7 fois ma langue dans ma bouche avant de réussir à poser une question ouverte. C'est un travail que l'on remet sur le métier au quotidien. Les affirmations, c'est le renforcement positif, donner de la récompense quand la personne fait quelque chose. L'écoute réflexive, et non pas la reformulation, qui est teintée de l'interprétation de l'individu qui effectue cette reformulation. Ici, on fait du miroir. Et puis, tout ce qui concerne la capacité à résumer. Et puis, on a des techniques, d'autres techniques qui sont extrêmement importantes, qui permettent de développer ce qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est-à-dire que le défi ici, c'est non pas d'amener la personne à prendre la décision de prendre un traitement médicamenteux ou non, parce que le médecin lui dit de prendre un traitement. Non, le but du jeu, c'est que la personne, elle prenne la décision d'aller vers un autre état. Je suis dans un état de quelqu'un qui souffre de quelque chose, et je vais aller dans un état de quelqu'un qui se rétablit de ce quelque chose. Quelqu'un qui va aller vers des objectifs qui lui sont personnels. Quelqu'un qui va tenter de réussir sa vie avec les moyens qu'il a et les limitations qu'il peut avoir. Vous avez d'autres techniques qui concernent et qui reposent sur les techniques de motivation qui sont issues des thérapies cognitives et comportementales. Par exemple, concernant l'allogie. Un des symptômes négatifs qui fait le plus souffrir nos patients, si on leur pose la question et si on va recueillir auprès d'eux la parole. L'allogie, c'est la difficulté à communiquer. C'est un faux ami de logique, on pourrait penser que c'est perte de logique. Non, c'est la difficulté à communiquer avec l'autre. Eh bien, vous pouvez faire des stratégies comme ça, petit pas par petit pas. C'est mettre à jour les cognitions dysfonctionnelles. Les personnes qui souffrent d'allogie, quand vous les interrogez de manière répétée, elles peuvent vous dire « Oui, mais ça sert à rien que je parle avec les autres. Ce que j'ai à dire, c'est pas intéressant. Je reste chez moi dans ma chambre, ça n'intéressera personne. » Donc, c'est déjà connaître ce qui fait que la personne ne parle pas trop. Et puis ensuite, c'est mettre en place des petites étapes qui permettent à la personne de réapprendre ou alors de se refamiliariser et de reprendre plaisir à l'activité conversationnelle sur des sujets libres, avec des debriefings pendant quelques minutes. Ensuite, c'est une fois qu'on a choisi des sujets, eh bien discuter pendant un petit temps de ces sujets, puis augmenter le temps de ces sujets. Ensuite, varier les thèmes des sujets. Ensuite, demander à la personne elle-même de travailler sur les sujets que l'on lui propose. Donc ça vous amène vous aussi à vous intéresser à ce que la personne connaît. Moi, j'ai été obligé de m'intéresser aux jeux vidéo, quelque chose que je ne connaissais pas du tout. Mais petit à petit, eh bien, ça m'a permis de connaître un petit peu mieux les personnes que j'avais en face de moi et de leur redonner le plaisir de converser. Un autre exemple, le kit Mes défis somatiques qui a été créé cet été et qui concerne l'éducation thérapeutique patient associée à de l'entretien motivationnel. Ça a été rappelé tout à l'heure, les personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères meurent 10 à 25 ans plus tôt que les personnes qui n'en souffrent pas. Donc ici, le but du jeu, c'est d'amener ces personnes à prendre un petit peu mieux soin de leur santé somatique. Vous avez dans ce kit, donc, qui est téléchargeable gratuitement sur cette adresse, un cahier du participant et un cahier de l'animateur. 5 minutes en tout ou 5 minutes que j'ai dépassées ? J'ai fini, de toute façon, c'est ma dernière. Merci, Madame la Présidente. Donc un cahier du participant, un cahier de l'animateur, il faut se les bouffer, ça fait 90 pages à chaque fois, mais au moins vous avez toutes les informations, c'est-à-dire que ça peut être mis en place dans un service sans que les soignants n'aient besoin d'être formés.
un carnet de santé somatique qui a pour objectif, comme moi j'avais quand j'étais enfant, d'avoir un carnet de santé qui permet de suivre les courbes de poids, qui contient des directives anticipées, qui contient des fiches de liaison avec le médecin généraliste, puisque la liaison avec le médecin généraliste est une grande difficulté dans le cadre des troubles psychiques sévères, non pas parce que les patients ne le veulent pas, mais parce que les services de soins ne font pas ce qu'il faut pour que ça marche. Et puis 6 fiches thématiques qui concernent donc les sujets qui ont été déterminés par l'Organisation mondiale de la santé en 2018 comme les sujets d'intérêt concernant la santé somatique des personnes qui souffrent de troubles psychiques sévères. Donc dedans, vous avez les troubles cardiovasculaires, vous avez les maladies infectieuses, vous avez l'obésité, le diabète, etc. Et 39 fiches outils qui permettent donc de travailler à trouver des stratégies au-delà des stratégies que la personne elle-même peut mettre en place pour prendre en charge d'elle-même les difficultés qu'elle rencontre au niveau somatique. C'est un programme qui peut être travaillé en individuel et c'est un programme qui peut être travaillé également en groupe. Tout à l'heure, M. Maugiron nous disait qu'un des grands drames, enfin ce que je considère moi comme un grand drame, vous ne l'avez pas dit ainsi, mais un grand drame, c'est que dans les équipes soignantes, le TP, il était dirigé en général par un soignant et puis assisté par un père aidant. Ici, pour moi, c'est véritablement un programme qui doit être utilisé par les pères aidants pour les pères aidants. Et au-delà, c'est pour ça que je l'ai mis en téléchargement gratuitement, je pense que c'est quelque chose qui peut être utilisé par tout à chacun. Vous êtes les premiers concernés par la santé de vos proches, et donc je pense qu'il est nécessaire que vous puissiez vous faire relais d'informations auprès du médecin généraliste, auprès du cardiologue, auprès de n'importe quel soignant, pour que ceux-ci se saisissent réellement de ce problème de santé somatique chez vos patients. Voilà, j'en ai terminé. Alors je me fais le porte-voix d'un livre qui vient de sortir. On a peu parlé aujourd'hui d'intervention précoce, ça a été un petit peu évoqué, détection et intervention précoce dans les troubles psychotiques. Donc ce livre vient de sortir au mois de septembre et j'ai eu la chance de le coordonner. Donc vous avez tous ces chapitres qui sont traités. Je ne sais pas si c'est lisible à l'écran. En tout cas, il est disponible dans les meilleures librairies. Voilà. Merci de m'avoir encore une fois invité et merci de votre attention. Merci beaucoup.